Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chesville à l'antenne, content de vous retrouver pour notre premier rendez-vous de mars. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un pays dont je n'avais pas encore parlé et qui est pourtant un géant incontournable. Si je vais en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il vient de connaître des élections démocratique, dirais-je, qu'il s'agit d'un pays africain et que donc c'est toujours, je trouve toujours bon de souligner et de mettre en avant les exemples d'alternance démocratique où que ce soit dans le monde, mais en particulier en Afrique, parce que la tendance ces derniers temps a malheureusement été le retour à des tyrannies de présidents galonnés avec une portant casquette et treillis militaire. C'est le cas pour trois pays que nous connaissons bien, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Donc lorsqu'il se passe quelque chose de plus ou moins démocratique, eh bien, il convient de le souligner. Et aujourd'hui, je vais donc parler du géant de l'Afrique, le Nigeria. Son poids démographique, son économie, sa richesse en pétrole, sa superficie font de ce pays ce qu'il est convenu de surnommer une locomotive du continent, au même titre, au moins en tout cas, que l'Afrique du Sud. Mais on en parle moins que l'Afrique du Sud. Quelques chiffres pour vous faire comprendre pourquoi ce pays est un géant. En 2022, la population de la République fédérale du Nigeria était évaluée à près de 220 millions d'habitants, ce qui en fait, et de loin, de très loin, le pays le plus peuplé d'Afrique et le 6e pays du monde pour son nombre d'habitants. D'ici le milieu du siècle en cours, le Nigeria va sans doute atteindre le demi-milliard d'habitants. Et il va certainement être en passe de devenir l'un des 3 ou 4 pays les plus peuplés au monde, avec une natalité très forte. Alors où se trouve le Nigeria? C'est en Afrique de l'Ouest, au bord de l'océan Atlantique. Il couvre une superficie de presque 1 million de kilomètres carrés, 923 000. De la frontière nord au rivage de l'océan, la distance est de 1200 km, tandis que celle qui sépare la frontière ouest de celle de l'est est de 1100 km. C'est donc un pays qui constitue une masse assez énorme. Il doit son nom au fleuve Niger, qui termine sa course dans ce pays en le traversant de part en part, du nord au sud, en formant un delta, un immense delta, juste avant d'atteindre l'océan Atlantique. L'affluent principal de ce fleuve, c'est la Benoué. Le delta du Niger est l'un des plus grands deltas fluviaux de la planète. Il s'étend sur une superficie d'environ 70 000 km². Alors le public francophone, et les Français en particulier, ont tendance à confondre Nigeria et Niger. Ces deux pays doivent en effet leur nom à ce grand fleuve qui les traverse, tous les deux, mais ces deux pays sont aussi tout à fait dissemblables. Le Niger, c'est le voisin du nord. La frontière qui sépare les deux pays est longue de 1497 km. Mais le Niger est un pays enclavé, entièrement sahélien et en grande partie désertique. Avec une superficie de 1 267 000 km², le Niger est plus vaste que le Nigeria, mais il est beaucoup moins peuplé. 23 millions d'habitants seulement, soit près de 10 fois moins. Je dis seulement, j'hésite un peu à dire seulement, car le Niger est aussi le pays qui a la plus forte natalité au monde. Il ne devait compter que 2 millions d'habitants à l'indépendance en 60, et aujourd'hui il en a 23 millions. C'est d'ailleurs une des raisons principales de son extrême pauvreté. Le Niger faisait partie de l'Afrique occidentale française, alors que le Nigeria fut une colonie britannique, même si son territoire
était entouré de possessions françaises. Les frontières du Nigeria, comme celles de la plupart des pays africains, sont artificielles puisqu'elles furent tracées par les puissances européennes. Situé au bord du golfe de Guinée, le Nigeria possède 4047 km de frontières terrestres et 853 km de littoral. Il est bordé à l'ouest par le Bénin, ancien Dahomey, avec lequel il partage une frontière de 773 km, à l'est-sud-est par le Cameroun, avec lequel il a une frontière de 1690 km, au nord, nous l'avons vu, avec le Niger, et à l'est-nord-est, il a une frontière lacustre avec le Tchad, puisque c'est le lac Tchad qui sépare les deux pays. Le pays est, nous l'avons vu, la première puissance économique du continent africain et la 27e au niveau mondial pour son PIB. Le poids économique et démographique du Nigeria lui ont valu le surnom de géant de l'Afrique, mais un géant au pied d'argile, je dirais. Depuis 1991, la capitale du Nigeria est une ville nouvelle, un peu comme Brasilia au Brésil. Elle s'appelle Abuja et elle a été édifiée au centre géographique du pays à partir de 1981. L'ancienne capitale, Lagos, est une gigantesque mégalopole et elle était beaucoup trop excentrée à l'extrême sud-ouest du pays. Lagos compte près de 16 millions d'habitants. C'est la seconde plus grande ville du continent après Kinshasa et c'est toujours la capitale économique du Nigeria. Abuja, qui compte tout de même 2,5 millions d'habitants, n'en est que la capitale administrative et politique. Le Nigeria bat aussi tous les records en Afrique pour le nombre de langues. Il possède une incroyable méga-diversité linguistique. 529 langues, dont 522 vivantes et 7 éteintes, y ont en effet été recensées. De nos jours, 3 langues africaines ont le statut de langue majeure, le Hausa, le Yoruba et l'Igbo. Elles sont enseignées dans le système scolaire où chaque élève doit en apprendre au moins une. Cependant, la langue officielle du Nigeria est l'anglais, langue de l'ancienne puissance coloniale. À l'indépendance en 1960, elle fut choisie comme langue officielle afin de faciliter l'unité culturelle et linguistique du pays. L'anglais, même si c'est encore la langue d'une minorité urbaine constituée par l'élite éduquée, est considéré comme étant plus neutre que les 3 grandes langues africaines. Le Hausa est en effet parlé seulement dans la moitié nord du pays, majoritairement musulman, alors que le Yoruba l'est au sud-ouest et l'Igbo au sud-est. La moitié sud du Nigeria est à majorité chrétienne. Autre particularité, le Nigeria est un État anglophone, littéralement enclavé entre des États francophones, le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun. C'est pour cela que le français est devenu la seconde langue étrangère obligatoire après l'anglais. Et, il faut le souligner, le français progresse malgré une forte pénurie de professeurs. La colonisation britannique a débuté en août 1861 lorsque la Grande-Bretagne a annexé Lagos. Alors Lagos, précisons-le, c'est un nom d'origine portugaise. Lagos, qui signifie donc les lacs. Donc Lagos fut annexé en tant que colonie de la couronne. Les missionnaires britanniques étendirent alors leurs activités et pénétrèrent petit à petit à l'intérieur du pays. En 1864, c'est très tôt, Samuel Ajayi Crowther devint le premier évêque africain de l'église anglicane. En 1885, les prétentions britanniques à une zone d'influence en Afrique de l'Ouest furent reconnues par les autres États européens lors de la conférence de Berlin. En 1886, la Royal Niger Company fut fondée sous la direction de Sir George Tubman Goldie. Cette compagnie réussit à soumettre les royaumes indépendants
du Sud le long du fleuve Niger. En 1897, les Britanniques conquirent le royaume du Bénin et vainquirent d'autres adversaires lors de la guerre anglo-arabe de 1901-1902. Petite parenthèse au sujet du royaume du Bénin, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'actuelle République du Bénin, l'ancien Dahomey. Le royaume du Bénin était un grand royaume dont la plus grande partie du territoire s'étendait dans l'actuel Nigeria. Et une partie plus petite recouvrait ce qui est aujourd'hui la République du Bénin. Donc la défaite de ces États, de ces royaumes ou principautés de la région du Niger a ouvert l'extension de la domination britannique. Et en 1900, le territoire de la société fut placé directement sous le contrôle du gouvernement britannique et le protectorat du sud du Nigeria fut établi en tant que protectorat britannique. En 1902, les Britanniques commencèrent à élaborer des plans pour avancer vers le nord, dans le califat de Sokoto. Le général britannique Lord Frederick Lugard a profité des rivalités entre les émirs de la partie sud de ce califat et l'administration centrale de Sokoto, alors qu'il s'approchait de la capitale. Les forces britanniques ont rapidement remporté la victoire. Dans le nord-est, le déclin de l'empire de Borno a donné naissance à l'émirat de Borno, contrôlé par les Britanniques. En 1903, la victoire britannique à la bataille de Kano a donné aux Britanniques un avantage logistique dans la pacification du cœur du califat de Sokoto et de certaines parties de l'ancien empire de Borno. Le 13 mars 1903, le dernier vizir du califat se soumettait officiellement à la domination britannique. Ce sont les Britanniques qui nommèrent un nouveau calife. Lugard conserva le titre de sultan comme position symbolique dans le protectorat nouvellement organisé du nord du Nigeria. Ce vestige fut connu sous le nom de Conseil du sultanat de Sokoto. En juin 1903, les Britanniques vainquirent les troupes restantes d'Atahiru. En 1906, la résistance à la domination britannique prit fin. Le 1er janvier 1914, les Britanniques réunirent formellement les protectorats du sud du Nigeria et du nord du Nigeria pour former la colonie de la couronne et le protectorat du Nigeria. Le premier gouverneur du Nigeria fut Frederick Lugard, dont j'ai déjà évoqué le nom. La plus grande contribution de Lugard à la création du Nigeria moderne fut l'unification réussie du Nord et du Sud. Après cette unification, les deux parties restèrent cependant deux pays séparés avec des administrations distinctes. Lugard a ainsi réalisé l'unité politique du futur géant de l'Afrique. L'unification du Nigeria contribua à lui donner des télégraphes, des chemins de fer, des droits de douane et d'assises communs, une cour suprême, une heure unique, une monnaie commune et un service public commun. Frederick Lugard peut donc être considéré comme l'inventeur et le fondateur de l'entité territoriale connue aujourd'hui sous le nom de Nigeria. Cette entité regroupe des peuples qui n'avaient ni histoire, ni culture, ni langue commune. En 1939, le gouverneur de l'époque, Bodelon, a divisé le sud du Nigeria en une province orientale et une province occidentale. Après la Seconde Guerre mondiale, en réponse à la montée du nationalisme nigérian et aux revendications d'indépendance, le gouvernement britannique a introduit plusieurs constitutions qui ont conduit le Nigeria à s'autogérer sur une base représentative et de plus en plus fédérale. En 1954, le Nigeria a obtenu un certain degré d'autonomie. En janvier 1956, le premier gisement, et c'est important, le premier gisement de pétrole du Nigeria, Oloibiri Oilfield, a été découvert dans le sud-est du pays, près de l'embouchure du Niger. Le 1er octobre 1960, le Nigeria a obtenu son indépendance complète du Royaume-Uni, mais la continuité a prévalu. Le Premier ministre Abubakar Tafawa Balewa
est resté en poste. Il était en poste depuis 1957. Et la monarque britannique Élisabeth II resta chef d'État nominal. Le 1er juin 1961, le Nigeria reçut une partie du Cameroun britannique, le Cameroun septentrional, qui est une bande de terre à la frontière avec le Cameroun, après la tenue d'un référendum. L'autre partie du Cameroun britannique, le Cameroun méridional, fut attribuée au Cameroun. C'est pour ça que le Cameroun est toujours un pays bilingue français-anglais, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, nous en parlerons dans une autre émission. Ces deux territoires étaient auparavant sous mandat puis sous tutelle britannique. En 1963, le Nigeria se dota d'une nouvelle constitution. Le Nigeria devint une république. Le système de gouvernement britannique fut maintenu, de sorte que les pouvoirs du président étaient surtout de nature cérémonielle. Abubakar Tafawa Balewa resta Premier ministre et le gouverneur de la reine Elisabeth, qui s'appelait Nnamdi Azikiwe, devint le premier président. Mais en 1966, la démocratie et l'unité précaire du Nigeria furent mises à mal par deux coups d'État militaires successifs. Le second coup d'État porta Yakubu Gowon à la tête de l'État, un général, principalement soutenu par des officiers du Nord, ce qui accrut la tension entre le Nord et le Sud. Les Igbo des villes du Nord furent persécutés et beaucoup durent fuir vers la région orientale. Cela amena en mai 1967 le gouverneur de la région de l'Est, le lieutenant-colonel Emeka Ojukwu, à proclamer l'indépendance de sa région en tant qu'État appelé République du Biafra. Il justifia cette sécession par les attaques continues et systématiquement planifiées contre les Igbo, qualifiées de pogrom de 1966. Cette déclaration d'indépendance provoqua la guerre civile nigériane qui débuta avec l'attaque contre le Biafra le 6 juillet 1967 à Garkem. Cette guerre dura 30 mois avec un long siège et un isolement total du Biafra, coupé du commerce extérieur et des approvisionnements, ce qui provoqua une terrible famine. Cette guerre s'est achevée en janvier 1970 avec la défaite du Biafra. On estime le nombre de morts pendant cette guerre de 30 mois à entre 1 et 3 millions. Et rappelons que c'est cette première catastrophe humanitaire médiatisée de la deuxième moitié du XXe siècle qui suscita un élan de compassion internationale et la création d'organisations telles que, par exemple, Médecins sans frontières. Après la guerre, le Nigeria a connu un boom pétrolier dans les années 70, au cours duquel le pays a rejoint l'OPEP et a reçu d'énormes revenus pétroliers, ce qui a aussi contribué à l'augmentation de la corruption. Malgré ces revenus, le gouvernement militaire a peu fait pour améliorer le niveau de vie de la population et a peu investi dans les infrastructures. Yakubu Gowon fut renversé par un nouveau putsch en 1975, suivi par un second coup d'État en 1976. En 1977, une assemblée constituante fut élue pour rédiger une nouvelle constitution qui fut promulguée en 1978 et qui fut suivie par la levée de l'interdiction des activités politiques. Les militaires avaient soigneusement planifié le retour à un régime civil en mettant en place des mesures visant à garantir que les partis politiques bénéficient d'un soutien plus large que celui dont ils avaient bénéficié pendant la Première République. En 1979, 5 partis politiques se sont affrontés dans une série d'élections au cours desquelles Alhaji Shehu Shagari du Parti national du Nigeria fut élu président. Ce retour à un régime démocratique fut marqué par une augmentation de la corruption et par la pollution provoquée par l'exploitation pétrolière qui causa un lent empoisonnement des eaux dans la région où elle se déroulait, c'est-à-dire du côté du delta du Niger. Cette parenthèse démocratique ne dura pas,
puisque deux nouveaux coups d'État militaires eurent lieu en 1983 et en 1985. Une seconde parenthèse démocratique eut lieu entre 1992 et 1993, avant le coup d'État de 1993, dirigé par le général Sani Abacha, qui a utilisé la force militaire à grande échelle pour réprimer toute agitation civile. En 1995, le dictateur n'hésita pas à faire pendre le célèbre poète et écologiste Ken Saro-Wiwa sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, suscitant l'indignation internationale et la suspension du Nigeria au sein du Commonwealth. Ce régime a pris fin en 1998 lorsque le dictateur décéda dans des circonstances indignes dans sa luxueuse villa lors d'une fête. Abacha avait pillé l'argent du pétrole en le virant sur des comptes offshore dans des banques d'Europe occidentale, en Suisse en particulier. Plusieurs centaines de millions de dollars ont été découverts après sa mort en 1999 dans des comptes appartenant donc au dictateur ou à des prête-noms. Son successeur, le général Abdul Salami Aboubakar, fit adopter une nouvelle constitution en 1999 qui prévoyait des élections multipartites. Le 29 mai 1999, Aboubakar remit le pouvoir au vainqueur de l'élection présidentielle, le général Olusegun Obasanjo, ancien chef d'État militaire, en tant que président du Nigeria. Obasanjo avait été emprisonné sous le règne du dictateur Abacha. L'élection d'Obasanjo a marqué le début de la 4e République nigériane qui dure jusqu'à nos jours, mettant ainsi fin à une période de 39 années de démocratie éphémère, de coups d'État militaires et de contre-coups d'État. Sous Obasanjo, le Nigeria a fait des progrès significatifs en matière de démocratisation. Le fait que le Parlement ait pu refuser avec succès au président un 3e mandat, malgré son influence sur l'armée et les forces de sécurité, témoigne du renforcement du parlementarisme au Nigeria après l'an 2000. La Constitution de 1999 a créé 37 États fédéraux de taille à peu près égale, un Sénat avec 3 sénateurs pour chaque État, ainsi qu'une minorité de blocage d'au moins 13 États lors des élections présidentielles. Cela doit être considéré comme une évolution positive au vu des divisions ethniques et religieuses qu'a connues et que connaît encore le pays. Depuis, chaque candidat à la présidence souligne, dans son propre intérêt, qu'il ne représente pas seulement sa propre ethnie ou sa propre religion, mais tous les Nigérians. Après Obasanjo, qui passa 8 années au pouvoir, 3 autres présidents se sont succédés à la tête du Nigeria, tous élus démocratiquement. Malheureusement, depuis la mi-2010, Boko Haram a suscité la terreur dans le nord du pays, en causant des milliers de victimes ainsi que de nombreux enlèvements, en particulier des enlèvements de collégiens. On estime que cette rébellion fondamentaliste musulmane a fait plus de 37 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. En octobre 2015, Boko Haram a été chassé de toutes les villes qu'il contrôlait et de presque tous les comtés du nord-est du pays. En 2016, Boko Haram s'est divisé et en 2022, 40 000 combattants se sont rendus. Mais malheureusement, un groupe dissident, l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, demeure toujours actif. Comme si cela ne suffisait pas, dans le delta du Niger, des attaques contre les infrastructures pétrolières ont été menées en 2016 par des groupes militants. En réaction, le nouveau gouvernement du président Buhari a adopté une double stratégie de répression et de négociation. Lors de l'élection présidentielle de samedi dernier, pour la première fois dans la 4e République, il y a eu 3 principaux candidats qui se sont affrontés. Habituellement, il y avait une sorte de bipolarisation. Cette fois-ci, il y en a eu 3. Alors, ces candidats étaient Bola Tinubu, du parti néolibéral au pouvoir, Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire, et Peter Obi, du Parti travailliste. La commission électorale a confirmé la victoire de Bola Tinubu.
il aurait obtenu 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la Fédération, ainsi que dans le territoire fédéral de la capitale, Abuja. La victoire est donc pour Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, le candidat du Congrès des progressistes. Celui qui est surnommé le parrain a obtenu 8,8 millions des voix. Il devance ses principaux rivaux, Atiku Abubakar qui a obtenu 6,9 millions des voix et Peter Obi qui a obtenu 6,1 millions des suffrages, selon une compilation des suffrages État par État. La victoire de Bola Tinubu a été proclamée dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'à la mi-journée la veille, les deux principaux partis d'opposition, sans attendre l'intégralité des résultats, avaient conjointement demandé l'annulation du scrutin en dénonçant des fraudes et des manipulations des chiffres à grande échelle. À bientôt 71 ans, Bola Tinubu devient le 5e président de la 4e République. C'est un Yoruba, donc du sud-ouest, mais c'est aussi un musulman, alors que sa région est à majorité chrétienne. Bola Tinubu est un vieux routier de la vie politique nigériane. Il a la réputation d'être un faiseur de rois, et on lui attribue l'élection de son prédécesseur, Muhammadu Buhari, à la présidence en 2015. D'ailleurs, durant la campagne électorale, il n'a pas caché que c'était son tour d'accéder aux plus hautes fonctions après avoir aidé d'autres personnes à satisfaire leurs ambitions politiques. « C'est mon tour », ne cessait-il de déclarer en Yoruba, et c'est devenu un peu le slogan de Bola Tinubu durant cette campagne électorale. Il a fait campagne aussi sur son bilan économique en tant que gouverneur, promettant de répondre aux revendications sociales des Nigérians. Ses opposants lui reprochent d'avoir fait fortune en captant les finances publiques quand il était gouverneur. Il a été accusé plusieurs fois de corruption et de blanchiment d'argent, affaires dans lesquelles il a toujours été innocenté. Pour le poste de vice-président, Bola Tinubu a choisi un autre musulman, l'ancien gouverneur de l'État de Borno, dans le nord-est, Kashim Shettima, âgé de 55 ans. Et ça aussi, c'est un fait à souligner, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la 4e République que 2 musulmans occupent les plus hautes fonctions du pays, alors qu'il y avait une sorte d'accord tacite jusqu'à présent qui prévoyait une alternance lorsque un musulman nordiste était président, son vice-président devait être un chrétien sudiste. Cette fois-ci, nous avons un musulman sudiste et un vice-président nordiste, et tous les deux sont musulmans. Ça m'amène, pour conclure, à souligner qu'au Nigeria, on a souvent des attentats contre les chrétiens, notamment dans le centre du pays, qui est la zone où il y a à peu près autant de chrétiens que de musulmans, et que les églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, sont souvent prises pour cible. Vous l'aurez compris, le Nigeria est un géant au pied d'argile, un pays qui a connu la guerre civile, qui a connu une multitude de coups d'État militaires, et qui vit toujours dans une extrême pauvreté, en tout cas en ce qui concerne la majorité de la population, alors que c'est un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique. Pétrole qui avait été qualifié par Béchir Ben Ahmed, le fondateur de Jeune Afrique, d'excrément du diable. Et je pense que l'expression est bien trouvée, puisque le pétrole a provoqué la corruption au Nigeria, une corruption énorme, et aussi la pollution d'une grande partie du pays. Voilà ce que je pouvais dire au sujet du Nigeria, chers amis. J'espère que ce n'était pas trop compliqué, parce que c'est un sujet complexe et une histoire tragique souvent. Et bon, il faut souligner malgré tout qu'il y a eu une élection démocratique samedi dernier et qu'un nouveau président a été élu. Je vous remercie, chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine.